Bienvenue sur le podcast À ventre ouvert, où je vous parle de protection de l'enfance, de maltraitance, d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme, de dissociation et plus généralement de troubles psychiques. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est important. Aujourd'hui, j'accueille Cécile C. pour échanger au sujet de la défense des droits des enfants et plus particulièrement de l'inceste. Je vous invite à la suivre sur Instagram et à lire son livre « Ce que Cécile sait, journal de sortie d'inceste ». Bonjour Cécile, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais juste te présenter? OK, je m'appelle Cécile C. Je suis, principalement autrice de BD, mais aussi bientôt de livres, qu'on appelle des livres en noir, qui sont des livres, où il y a pas de dessin. Et je suis aussi photographe, illustratrice, anciennement prof et militante. Militante, à plein d'endroits et notamment pour les féministes et enfantistes, voilà. Et comment t'en es venue à décider de parler de l'inceste et de l'incestuel? C'était pas vraiment une décision au départ. En fait, j'avais ouvert un compte Instagram d'illustratrice parce que j'étais, en pleine, crise existentielle qui était liée entre autres à ma sortie d'amnésie traumatique et je m'étais rendu compte que la photographie, ça avait été un choix, par défaut. J'étais photographe à l'époque, que j'aimais pas ça, enfin que ça me faisait plus de mal que de bien et donc je voulais me réorienter en illustration, parce que j'avais observé que en revanche, le dessiner, c'était quelque chose qui me faisait du bien et donc j'avais créé mon compte Instagram pour essayer justement de trouver un style artistique et de trouver, de futurs clients en illustration et là-dessus, un jour, mon psy m'a hurlé dessus. J'étais donc en pleine sortie d'amnésie et il m'a hurlé dessus parce que je parlais de ce qui s'était passé dans ma famille entre 2 enfants. Vraiment, il est sorti de ses gonds et il m'a dit: «Mais il faut arrêter, tout qualifier d'inceste. Touche pipi n'a jamais tué personne». C'était atroce. Et c'était atroce et en fait, je l'ai raconté dans mon livre, mais sur le coup, ça m'a dissociée. Ça m'a, créé une très forte envie de faire pipi parce que moi, quand je suis stressée, en fait, enfin, il y a tout un truc parce que j'étais agressée, dans des toilettes petite fille. Maintenant, je sais pourquoi. À l'époque, je savais pas, mais et donc ça a activé tout de suite, tout le circuit, du stress post-traumatique mais l'envie de faire pipi, du coup, ça m'a donné, le courage d'interrompre la séance. Je lui ai dit: «Au revoir». Il m'a dit: «À jeudi», je me souviendrai toujours et dans ma tête, je savais que je reviendrais pas et quand je suis rentrée chez moi à la maison, j'étais tellement en colère, j'ai attrapé, un crayon de couleur, 4 couleurs et j'ai dessiné à l'arrache, pas, ce qui s'était passé avec mon psy, mais en gros ce qu'il voulait pas entendre et ça a été mon premier post Instagram consacré à l'inceste. On croit que l'inceste, c'est du sexe entre un père et sa fille, à la rigueur un frère et une sœur, mais c'est bien autre chose. C'est un rapport à la vérité, au silence et voilà et j'ai publié ça, mais vraiment sans y penser, enfin je sais pas, tu sais comme un truc qui sort de toi, une éruption quoi et j'avais un compte minuscule et le truc pour moi, il a buzzé parce que j'ai eu 400 likes. Il y a eu un effet moi aussi, quoi. Ça m'a interpellée, je me suis dit: «Ah bon, j'ai encore des choses à dire» et donc là, j'ai commencé à raconter mon histoire. C'est vraiment les premiers ce qui est devenu les premiers chapitres de mon livre et à chaque fois, il y avait l'effet MeToo et ça me galvanisait et après, c'était le début de l'été, j'allais vraiment pas bien et j'avais échangé un appareil photo contre un bateau. Ça coûte le même prix? Comme j'étais photographe vraiment professionnelle, c'est un appareil photo avec lequel une marque m'avait payée parce qu'elle avait pas les moyens de me payer, autrement et donc c'était un appareil photo qui valait, 8 000 € et c'était un petit bateau. J'ai laissé mon fils à son père et je suis partie, enfin vraiment j'étais en chute totale, quoi. Je savais pas naviguer et je suis partie, toute seule sur ce petit bateau, retaper le bateau et apprendre à naviguer. Trop bien. Et du coup, j'ai arrêté mon compte Insta et dans l'été, je me suis dit, tu vois, ça avait un peu pris et tout, ça m'avait, interpellée et au retour de l'été, après toutes mes aventures en bateau, je me suis dit: «Est-ce que je reprends ce truc-là? Ça va faire chier les gens l'inceste, ou est-ce que je parle de bateau?» parce que j'avais aussi raconté des petits trucs, enfin comment j'avais échangé ce fameux bateau contre un appareil photo et là-dessus est sorti le livre «La culture de l'inceste» et il y a une copine qui m'a envoyé l'interview de Julie Drouard, sur France Inter en me disant: «Écoute ça» et donc j'ai couru l'acheter et là, ça m'a donné une nouvelle impulsion en me disant: «Non mais ça m'inspire trop, j'ai trop de trucs à dire» et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. OK. Non, mais c'est justement, j'allais parler de la culture de l'inceste parce que, tu l'as dénoncé avec, ce qui s'est passé avec Gainsbourg et comment c'est minimisé et comment, ton psy aussi a minimisé, l'inceste et dans ton livre, justement, Journal de sortie d'inceste, tu montres à quel point l'inceste, c'est pas seulement ce qu'on pense et qu'il y en a vraiment à plein d'endroits et là où on le remarque pas. En fait, c'est vrai qu'au début, donc j'avais lu Dorothée Ducy, j'avais lu Racamier, enfin j'avais lu à l'époque, j'avais lu un peu tout ce qui pouvait exister sur le sujet. C'est un peu exponentiel, il y en a de plus en plus maintenant, mais à l'époque c'était assez, il y en avait pas tant que ça et ça m'avait marquée,
Dorothée Ducy, le fait qu'elle montre que l'inceste structurait la société. C'était pas l'interdit de l'inceste qui fondait les sociétés, mais c'était plutôt la transgression de l'interdit et son déni. Et ça m'avait beaucoup marquée. Et c'est vrai que l'expression, culture de l'inceste, il se trouve que moi, j'ai un parcours, universitaire. Alors j'ai jamais fait de thèse pour l'instant, mais 3 fois, j'ai failli en faire une. À chaque fois, j'ai eu un projet de thèse et donc, pour différentes raisons dans ma vie, 3 fois le projet s'est pas fait. Mais disons que ça faisait, 10-15 ans que je réfléchissais au rapport entre l'art et la politique. Comment les images façonnent, notre pensée. Et donc quand j'ai capté un peu ce que c'était que la culture de l'inceste et cetera, ça venait sur ce travail intellectuel-là et ça m'est paru évident du coup que, eh bien, pour que ce soit aussi ancré et aussi présent, c'est que la culture entière est façonnée par, le déni de l'inceste et depuis 2022, sans y réfléchir, mais tu vois, le fait d'avoir fait mon livre qui était quand même mon livre, au départ, c'est enfin, pas au départ, mon livre, ça n'est jamais qu'une reprise de mon compte Instagram. Donc Oui. c'est vraiment il s'est fait, sans penser que ça allait devenir un livre. Même si je l'ai repris, j'ai ajouté des choses et tout, mais grosso modo, c'est un livre qui s'est pas fait en pensant que ça allait devenir un livre, tu vois? Il y avait pas une intention, derrière. Je me suis rendu compte que j'avais développé une pensée et du coup, qui est une pensée, je crois, un peu philosophique dans le sens où moi, j'ai une formation de philo, en fait. Je pense qu'un jour, enfin très bientôt, je vais synthétiser tout ça effectivement dans un livre, mais ma conception des choses, c'est que l'inceste, c'est un régime politique comme Paul Preciado dit que l'hétéropatriarcat, c'est un régime politique de dressage des corps. Et ben, l'inceste, je pense que c'est absolument pareil. C'est un dressage à l'obéissance, c'est un dressage de ceux qui le subissent en premier lieu, mais de celles aussi qui sont autour et qui apprennent à regarder les autres se faire écrabouiller en silence. Et ça construit une société basée sur la hiérarchie, sur la domination. Si on conçoit l'inceste comme un régime politique d'apprentissage de l'écrabouillement dès l'enfance, eh ben, il a, toutes sortes de ramifications et c'est un continuum qui s'exprime, aussi bien, de manière très ténue dans des façons de penser, de voir, de banaliser, l'érotisation de la domination, que ce soit dans, une gymnastique familiale. Ça, c'est Dorothée Ducy qui dit gymnastique et j'aime bien l'idée parce que ça veut dire qu'on pourrait aussi aller chercher chez Judith Butler quand elle parle du genre, en fait. C'est la répétition qui crée, le fait social, en fait et c'est la répétition par tout un tas de petites gestes, d'habitudes, de petites blagues, de voilà, qui crée l'habituation à cet écrabouillement pour tous et toutes, que ce soit pour les victimes de viols et d'agressions sexuelles ou les non-victimes directes de viols et d'agressions sexuelles, mais qui participent complètement de cette culture parce que sinon ça pourrait pas fonctionner aussi massivement. Et donc, dans ce cadre-là, moi je postule que ce qu'on appelle l'incestuel, en fait l'incestuel c'est jamais que le nom qu'on donne à ces petites gymnastiques familiales qu'on pourrait aussi qualifier de harcèlement sexuel familial, mais pas que sexuel, hein, parce que quand on pense que le premier critère de l'incestuel proposé par les chercheurs cités par la Civis, c'est l'impossibilité de penser par soi-même. On voit bien que c'est pas que sexuel en fait. L'inceste, c'est un régime politique dans lequel les enfants apprennent dès l'enfance qu'ils appartiennent au clan. Voilà. Ouais, et qu'ils ont pas le droit d'exister par eux-mêmes, ils doivent se conformer à une pensée, à un mode de fonctionnement et que enfin, qu'ils sont pas des sujets, en tant que tels. Complètement et c'est pour ça que, j'ai pas encore, tout je suis en train d'élaborer, ma pensée, mais je crois que c'est pas non plus c'est un peu faux quand on dit, tu vois, c'est juste de la domination. Je crois que tu avais fait un truc récent, là-dessus, mais C'est sur Mediapart, enfin le titre de Mediapart c'était, «L'inceste, ce n'est jamais du sexe, c'est des hommes qui dominent et détruisent ouais. des enfants». J'avais repris la question des hommes et j'avais aussi repris la question du et ça avait fait débat dans les commentaires, mais en disant que justement, tu avais une forme de domination particulière qui passait par des actes sexuels et que c'est ce qui en faisait aussi quelque chose de particulièrement dévastateur. Ouais, moi je trouvais ça hyper intéressant ce post que tu avais fait, parce qu'il mettait le doigt sur, 2 choses qui sont en train de, enfin c'est toujours quand il y a un débat qui s'ouvre, après il y a des idées qui circulent et il y a des idées qui prennent le pas sur d'autres parce qu'elles sont plus commodes, plus faciles à saisir, voilà. Tu as raison de pointer ces 2 écueils. D'abord, c'est pas que les hommes du tout, vraiment pas et il faut, penser, la place des mères dans ce système-là, qui est une place très particulière. Et voilà, il y aurait vraiment beaucoup à en dire et il faut penser aussi, l'apprentissage par les enfants de la domination sur d'autres enfants. Ça, c'est Corentin Legras qui en parle super bien parce qu'il étudie ça en ce moment. Les enfants apprenant par imitation, ils apprennent très tôt à écrabouiller les autres. Donc c'est pas du tout, qu'une histoire d'hommes adultes sur des enfants, ça c'est certain. Et après, il y a un truc que je trouve, faux quand on le résume à de la domination, c'est que c'est encore pire que ça. C'est une sorte enfin moi je trouve que, je crois que tu l'as dit aussi, il y a cette histoire d'indifférenciation
différenciation des bébés sans savoir que notre corps nous appartient, sans faire la distinction entre notre corps et celui de notre sœur, de notre frère, de notre cousin, de notre père, de notre mère. Et ça fait des crimes sans criminels presque, tu vois. Tu un tel magma de reproduction, de non-réflexion. Enfin, moi, je vois tout ce que ça me coûte en énergie, en temps et en argent, d'arriver à poser des mots précis sur tout ce que j'ai vécu, à essayer de comprendre comment ça a fonctionné, etc. Je me dis, il y a tellement de familles, et ça peut être des familles très intello, hein, ça n'a rien à voir, dans lesquelles on n'a pas d'éducation, justement, puisque les familles incestueuses, c'est des familles dans lesquelles on n'apprend pas à penser sur l'émotion, sur ce qu'on vit, sur voilà. C'est très, très compliqué, quoi, de trouver des mots pour décrire toutes les ramifications, tous les schémas mentaux qui permettent qu'il y ait des intrusions permanentes comme ça, et de la violence parfois très grande jusqu'au meurtre, hein. Les meurtres en famille, pour moi, c'est de l'inceste. Que j'avais dit à Over the Rainbow quand elle avait fait son documentaire sur Dupont de Ligonnès, tuer ses enfants, pour moi, c'est le summum de l'acte incestueux, en fait. C'est dire jusqu'à quel point tes enfants t'appartiennent, en fait. Moi, ce qui me choque, ces derniers temps, mais peut-être parce qu'à l'époque, j'étais un peu comme ces gens-là et que je le percevais pas non plus, mais ce qui me choque de plus en plus, enfin, ce qui me saute aux yeux, c'est à quel point les gens disent tout le temps: «J'ai vécu de l'incestuel» ou «J'ai vu de l'incestuel» ou «C'est de l'incestuel», alors que ce qu'ils décrivent, c'est des violences sexuelles à n'en plus finir, où il y a du harcèlement sexuel, où il y a de l'exposition, aux rapports sexuels entre les parents, à de la pornographie, où il y a aussi du contact, c'est-à-dire des agressions sexuelles avec des baisers répétés sur la bouche, où on touche les fesses, les seins, où on est nu, enfin, et les gens appellent ça de l'incestuel. Maintenant que j'ai pris conscience de ça de façon assez claire, je vois le phénomène mais partout. J'ai l'impression de passer mon temps à dire: «Ce n'est pas que de l'incestuel, ce n'est pas que de l'incestuel, il y a des actes sexuels, il y a de l'inceste», enfin voilà. Moi, je pense que incestuel, mais je le savais dès que j'ai fait mon livre, en fait. Et d'ailleurs, j'ai relu mon livre parce que on oublie ce qu'on a écrit, hein, mais je l'ai relu récemment et j'étais contente de voir que je l'avais dit. Parce que je pense que le mot incestuel, d'abord Racanier, je pense qu'il a débroussaillé les choses, mais que ça n'empêche pas après d'aller continuer à voir comment ça fonctionne. Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, hein. Parce que par exemple, effectivement, dans l'inceste et l'incestuel, il y a de la misogynie qui fait que l'incestuel serait presque que le fait de la mère, alors que pas du tout. En tout cas, lui, pour l'avoir encore relu récemment, on sent qu'il cherche lui aussi, Ouais. que c'est pas si clair pour lui qu'il y aurait l'inceste d'un côté, l'incestuel de l'autre. Pas du tout. D'ailleurs, je le répète tout le temps, son livre s'appelle L'inceste et l'incestuel. Il n'a pas fait un livre qui s'appelle L'incestuel. Il y a plein de moments où il dit l'inceste pour l'incestuel. Enfin, il passe de l'un à l'autre. Il essaye de définir ses concepts et il dit aussi à plein de reprises que il n'y a pas quelque chose qui serait plus grave et qui serait l'inceste et quelque chose de moins grave comme l'incestuel. Moi, je dis, il a étendu le domaine de la gravité de l'inceste à l'incestuel. Par contre, ce que je vois bien, comme le déni est toujours premier quand il s'agit d'inceste, la vulgarisation, et moi ça me rend malade et ça me rend mauvaise des fois, je sais que je suis très sèche et j'ai pas de patience parce qu'en fait, je trouve ça grave. Voilà, c'est parce que le mot incestuel, du coup, tel qu'il est vulgarisé, en s'opposant à l'inceste, il a une fonction. Il a une fonction sociale qui est de banaliser l'inceste. Complètement d'accord. Il sert à dire que dans l'inceste, il y aurait quelque chose qui serait pas grave et acceptable. Et ma famille utilise beaucoup ça, hein, parce que ma famille est prête à admettre l'incestuel, mais comme si du coup c'était pas grave. Et en vrai, je vois comment beaucoup de personnes qui vont vulgariser l'incestuel, et des psys, hein, je me suis vraiment accrochée avec des psys qui ont des gros comptes et tout. Alors ce qu'on m'oppose souvent quand je m'énerve, c'est non mais tu comprends, pour vulgariser, il faut simplifier. Tu peux très bien vulgariser les choses, enfin c'est ce que je crois avoir fait, sans faire croire que du coup il y aurait quelque chose qui serait séparé de l'inceste, qui serait l'incestuel. Tu peux très bien expliquer aux gens avec des mots très simples que l'inceste, ça commence dès ce harcèlement sexuel familial, dès cette éducation des enfants en les empêchant de devenir eux-mêmes et en les empêchant de penser par eux-mêmes. Je vois pas en quoi c'est compliqué de dire que c'est déjà de l'inceste. Pourquoi les gens utilisent incestuel? Parce que j'en suis venue à me dire c'est hyper pervers parce que du coup, quand tu dis incestuel, t'as l'air de dire rassurez-vous les gars, il n'y a pas eu d'agression et de viol. On en vient à utiliser incestuel comme une sorte de totem d'immunité, de dire si c'est incestuel, on a mis l'étiquette incestuelle là, donc ça veut dire qu'on enlève l'inceste. Et du coup, c'est hyper grave parce que ce qui serait, normalement, si c'était bien compris, l'indice qu'il y a très probablement des viols et des agressions sexuelles quelque part, puisqu'il n'y a pas de viol et d'agression sexuelle en famille sans incestuel, eh bien, c'est utilisé pour s'arrêter de penser et se dire, ah bah si il y avait de l'incestuel, c'est qu'il n'y avait pas d'agression sexuelle et de viol. Du coup, sa fonction sociale, c'est précisément d'empêcher de voir les viols et les agressions
d'agression sexuelle et de se dire qu'il y a 2 catégories qui seraient étanches et en plus, j'ajoute, tout ça ne prend pas en compte l'amnésie traumatique et vraiment, c'est fou parce que moi, s'il y a une chose que je crois qu'on devrait dire en matière de violences sexuelles incestueuses, enfin ou d'inceste en tout cas, c'est qu'on ne peut jamais dire que quelqu'un n'a pas été agressé enfant. Même tous ceux qui te diront qu'ils l'ont pas été, déjà, quand on commence à me dire en premier lieu: «Tu sais, moi, j'ai pas été agressée enfant», mais ma lanterne s'allume de ouf. D'où tu as besoin de me préciser ça, en fait et quand tu vois comment ça fonctionne, l'amnésie, je trouve ça fou, voilà. Enfin, ça sert vraiment bien le déni et il y a un truc dont je suis vraiment fière dans mon livre, c'est d'avoir osé l'écrire alors que j'étais encore sous beaucoup d'amnésie et que du coup, j'étais pas capable de décrire un viol. J'ai dit que j'allais pas le faire, mais j'allais pas le faire aussi parce que j'étais pas capable. Sauf que, bah, tu vois, le livre est sorti en septembre 2024 et aujourd'hui, je serais capable de décrire une dizaine de viols et d'agressions sexuelles que j'ai subis, avant mes 15 ans. Mmh. Et encore une fois, je parle de moi, c'est-à-dire je suis une personne qui a 3 psys, je dépense, un budget colossal, pour me soigner. Je vois tout ce que ça déploie comme énergie, comme temps, comme argent. Donc bien évidemment que la plupart des gens, surtout quand on sait que plus tu es agressé tôt, plus l'amnésie traumatique va être forte et durer longtemps, enfin et que à l'inverse, les agresseurs savent que plus tu agresses une victime jeune, plus avec l'amnésie physiologique en plus, tu as peu de risques que cette personne, puisse parler et se souvenir. Donc je pense que le nombre de gens qui ont été agressés bébés et qui n'en ont aucune, conscience, c'est inimaginable en fait. Et donc je dis n'oublions pas l'amnésie traumatique parce que l'incestuel pour moi, c'est aussi le nom de ce qui reste à la conscience et à la mémoire quand tu es juste amnésique. Mais en tout cas, de commencer par la culpabilité en tant que parent et se demander si on fait bien et découvrir que, ben, on reproduit des choses qu'on a banalisées parce qu'on a du mal à se dire que c'était violent et que ça c'est très bien. Voilà. Moi, je pense Oui. qu'il faut culpabiliser les parents. Ça me gêne pas. Je peux juste rajouter un truc, c'est que, tu vois, j'étais contente. J'ai pas lu encore le rapport de la commission, d'enquête, sur le traitement judiciaire de l'inceste, mais j'ai lu un résumé et j'ai vu que dedans, une des mesures qui avait été reprise, que j'avais proposée, c'était de mettre un bandeau, sur les programmes culturels pour dire, ceci est de l'inceste et ça, je me dis: «Si ne serait-ce que ce petit bandeau-là, qui supposerait, de se mettre d'accord pour, avoir une définition de que c'est que l'inceste et je suis très persuadée que la première mouture donnerait une définition très, très éloignée de ce qu'il faudrait, mais ce serait un bon début déjà pour que les gens commencent à se dire: «Ah bon?» et à réfléchir, quoi. Donc je me dis: «La graine a été plantée, ça c'est cool». Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu en quoi la défense des droits des enfants est complètement politique et pourquoi tu dis que certaines personnes qui sont dans la protection de l'enfance, ne partagent pas le même combat que toi? Est-ce que tu peux développer un peu sur ça? La question de la politisation de l'enfance, je l'ai rencontrée pour la première fois en écoutant Tal Peter Bromerx. J'avais été, vraiment bluffée, par l'intelligence de sa pensée et de me dire, comme moi, de toute façon dans mon travail intellectuel, bien avant que je sois connue, la question des dominations, c'était vraiment le fil conducteur et de la politisation et cetera de tout, quoi. Moi, j'ai été élevée par, une mère qui se disait féministe donc si tu veux, donc j'ai toujours été féministe, donc j'ai toujours lu tout ça. Mais tout à coup de l'entendre dire: «Ben, il y a pas que les femmes et il y a aussi la domination adulte» et cetera, ça a été vraiment un je sais pas, tu vois, c'est un truc, qui te bouleverse et qui te fait comprendre tellement de choses d'un coup. J'ai été bouleversée du coup quand j'ai acheté, La culture de l'inceste et que j'ai vu qu'il s'était suicidé et j'ai acheté sa thèse quand elle est sortie. J'ai eu la chance de rencontrer, une personne du collectif, des amis qui ont publié sa thèse et voilà et donc c'est vraiment par lui que j'ai réfléchi à cette question-là. En fait, ma pensée, elle est, sur tout ça, elle est sur l'inceste, sur la domination adulte, elle est toujours en constante évolution, tu vois? Donc, à un moment donné, je me suis demandé si, la domination adulte, c'était, un des principes de l'inceste ou pas et à l'heure actuelle où j'en suis de ma réflexion, bah, tu vois, je pense que ça joue comme toutes les autres dominations, comme, le racisme, comme le sexisme et cetera, mais pas que. Je fais pas partie des gens qui pensent que s'il y avait plus de domination adulte, il y aurait plus d'inceste. Un des trucs qui m'a convaincue de ça, c'est parce que, il y a, Marion Querc qui fait tout un truc sur la Suède, qui serait le modèle idéal, de l'éducation des enfants et cetera, qui a longtemps dit que les chiffres de l'inceste, en Suède, ils étaient très bas, que le fait que la Suède ait décidé il y a 30 ans d'élever différemment les enfants aurait fait que les chiffres de l'inceste seraient très bas et comme elle donne jamais ses sources, j'ai mis du temps à trouver, des chiffres, qui soient officiels et qui voilà et j'ai fini par trouver et j'ai découvert que les chiffres de l'inceste en Suède, c'est 20 c'est même plus que les chiffres officiels de la France, probablement parce que leurs protocoles de questions sont différents et je pense un peu plus fins. En tout cas, il y a pas de on peut pas dire qu'une politique, d'éducation des enfants, moins adultiste sur 30 ans conduise à des chiffres d'inceste plus bas. Mais pourquoi elle donnait des faux chiffres? Alors ça, j'en sais rien.
Ça tu peux le dire, hein, c'est public et je l'ai dit. En plein moment où l'une des armes du génocide, c'était la famine, elle a osé faire un contenu pour, vanter le fait que certains supermarchés et dans les commentaires tout le monde était là: «Ah oui, c'est vrai, c'est Carrefour, merci Carrefour», que donc certains supermarchés mettaient à disposition des enfants des fruits à l'entrée pour que les adultes puissent faire les courses tranquillement et vraiment je trouve que c'était une telle indécence, Ouais. de faire la pub indirectement d'une des 2 plus grosses entreprises ciblées par BDS parce qu'elle finance directement le génocide, pour dire que, Carrefour était une super entreprise pour les enfants, alors que Carrefour finance, la mort, des enfants en Palestine. C'était un niveau d'indécence qui m'a vraiment fait péter une bile, ouais. Mais ça me faisait penser à des je pense que toi aussi tu l'as remarqué. D'ailleurs, tu en avais parlé à un moment de l'exposition des enfants sur les réseaux et en fait, ça me fait penser à certains comptes, je n'en citerai aucun, voilà, parce que le but n'est pas de viser, une personne Ouais. en particulier, mais qui, font de la prévention contre les violences, de la parentalité bienveillante et cetera et quand je vois à quel point les enfants sont exposés et comment ils sont montrés et ce qui se passe et tout, je me dis: «Mais c'est complètement incestueux là aussi». Alors qu'ils sont en train de dire: «Regardez, la parentalité bienveillante, aucune violence» et cetera et ça me enfin, c'est je trouve ça grave aussi, en fait. Je trouve ça hyper grave et en fait, tu vois, c'est là que, pour moi, à chaque fois, bah, là, dans toutes les mobilisations, suite à la mort de Liana et tout, en fait, ce qui me frappe vraiment, c'est l'oubli de l'inceste comme phénomène et comment fonctionne l'inceste. C'est-à-dire que, l'inceste, une des grandes difficultés pour, les victimes d'inceste, c'est qu'il fonctionne beaucoup avec la douceur Mmh. et c'est une violence qui a pas l'air d'être violente et ça fait exploser le cerveau et ça atteint la santé mentale, très violemment et je sais même pas si on s'en remet en fait, tellement c'est même avec beaucoup de soins et tout et donc effectivement, il y a beaucoup de comptes dits de parentalité positive qui ont l'air de pas être violents, mais qui sont violents dans leur instrumentalisation de la vie de leurs enfants, à des fins de mise en avant du bon parent qui fait le compte, qui tient le compte et effectivement, j'ai vu des militants même enfantistes utiliser, leurs enfants. Je trouve ça extrêmement violent et c'est pour ça qu'à un moment donné, je les ai épinglés et que je me suis fait un plaisir de les épingler à l'Assemblée nationale, sans citer personne parce qu'effectivement le but c'est pas d'aller, dénoncer telle ou telle personne, mais c'est plutôt que les gens réfléchissent à leurs pratiques. Ce serait bien dans 30 ans d'écouter les enfants qui ont grandi là-dedans, de savoir un petit peu, comment ils auront vécu les choses, s'ils sont ou elles sont en mesure de le dire, quoi. Parce que c'est toujours pareil, l'emprise, parentale, elle dure bien après l'enfance, quoi. Tout ça pour dire que la domination adulte, pour moi, c'est une domination qu'il faut penser, nommer, combattre autant que possible, comme n'importe quelle autre domination et parce qu'elle a des intrications avec toutes les autres dominations, mais je la conçois pas comme étant indissociable de la question de l'inceste. Je pense que l'inceste, c'est encore une autre question qui tu vois, qu'il y a des intrications, les unes avec les autres, mais effectivement que l'inceste a besoin de toutes les dominations, les oppressions, pour pouvoir, continuer à fonctionner tranquillement. Je pense qu'aussi, il y a enfin, je suis assez consciente, moi, l'inceste que je dénonce beaucoup, c'est celui de ma génération, dans une époque donnée, dans un pays donné et du coup, c'est beaucoup celui, de Camille Kouchner, les post-68 art et cetera. L'inceste a existé bien avant mai 68, s'accommode de toutes les cultures, de toutes les religions. Il y a plein de modalités d'inceste. Ce serait hyper intéressant, d'avoir énormément de travaux, pour, voir comment ça fonctionne dans d'autres cultures, dans d'autres milieux sociaux, enfin dans tous les milieux sociaux et cetera. Mais je pense que l'inceste, il doit se dénoncer, enfin il doit se penser en intrication avec toutes les dominations, mais pas plus du coup, la domination adulte que les autres, à mon sens. Parce que la question, des violences de genre, bah, elle est importante aussi dans l'inceste parce que ça implique quelque chose de la place des mères qui n'est pas uniquement soit elles sont victimes, soit elles sont bourreaux, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai lu d'ailleurs le livre, «Pardonner à nos mères» là. C'est un livre qui a été écrit par une journaliste, ça s'appelle «Pardonner à nos mères». Alors le titre est vraiment horrible parce que moi, il me donnait tellement pas envie de le lire et en fait, le livre est vachement intéressant, je trouve. Alors, faut passer sur le fait que, elle conçoit l'inceste, que comme un accident, enfin un détail de l'histoire et qu'elle le conçoit uniquement en termes de viol ou d'agression sexuelle, quoi. Donc il y a beaucoup de situations qu'elle décrit qui sont des situations d'inceste et elle les nomme pas comme des situations d'inceste, donc c'est quand même très dommage. Mais elle essaye de penser politiquement la fonction des mères dans des sociétés patriarcales qui sont à la fois, qui ont été victimes du patriarcat et qui vont le faire subir à leurs filles et elle essaye de penser comment tout ça s'intrique et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle a une vraie volonté de politiser les choses et moi ça m'a fait vraiment réfléchir à plein de trucs. Ça m'a donné envie de creuser certains sujets et la dernière partie du coup sur le pardon m'a pas du tout intéressée. Mais la question, de comment ça se joue et comment, le lien entre les mères et les filles est complètement, empêché par, le patriarcat, je trouve ça hyper intéressant.
Mmh. Donc voilà, tout ça pour dire que les violences de genre, ouais, c'est hyper important, mais pas que. Que le racisme, du coup, c'est hyper important aussi parce que le nombre de familles parce que l'inceste va appeler après des violences sexuelles subies hors famille, une fois que tu as été bien préparé et effectivement et donc plus tu subis d'oppression, bah, plus tu vas être, sujet ou sujette à subir à nouveau, des violences donc si tu es racisé dans une société blanche, bah, forcément, bingo, quoi et puis après ça a plein d'implications. Enfin, j'en avais parlé avec Sokna Fall, qui est une psychiatre, afrodescendante qui travaille vraiment là-dessus et qui avait dit, lors d'une table ronde à laquelle on était invités ensemble, bah, ça va avoir des implications sur la révélation parce que, quand tu es dans une société, blanche et que tu dois révéler un inceste, tu es noir ou arabe et que tu dois révéler un inceste subi au sein de ta famille par une personne dont tu sais que par ailleurs elle va subir l'oppression raciale, ça fait peser un poids sur les victimes qui rend encore plus impossible la révélation parce qu'on sait que dans des sociétés néocoloniales, la famille c'est un lieu de refuge et de protection vis-à-vis du racisme structurel. Après, il y a aussi toutes les familles dans lesquelles il y a la question du colorisme et que plus tu as la peau claire, moins tu seras sujet même à subir l'inceste, alors que, des enfants qui ont la peau plus foncée dans la même famille vont subir davantage de violences et de violences sexuelles. Après, tu as la question aussi queer, c'est-à-dire on sait que les enfants queer subissent plus de violences sexuelles que les autres. Les enfants handicapés aussi. Voilà, on ne peut pas. C'est à la fois, inepte, ça n'a pas de sens, à la fois c'est en soi, du racisme et du validisme et cetera. D'ignorer toutes ces questions-là et de croire que la seule question valide, ce serait celle du sexisme quand on aborde les violences sexuelles. C'est aussi faire fi de toute l'histoire de l'instrumentalisation et même pas instrumentalisation parce qu'en fait racisme, sexisme, la mise en valeur, de la femme blanche comme une victime de la violence sexuelle, des hommes, noirs et arabes, elle est indissociable de la création de la notion de femme telle qu'on la comprend dans les sociétés, coloniales comme les nôtres. C'est faire fi de tout un pan d'histoire, c'est du coup se vautrer dans l'ignorance blanche, qui est le phénomène qui a permis à la colonisation, au racisme d'exister, de se construire, de perdurer. Enfin, ça me fait vraiment violence de voir toutes ces femmes blanches s'engouffrer là-dedans sans aucun recul critique. À nouveau, je comprends, c'est-à-dire que, bah, la place de victime de violences sexuelles a une fonction sociale qui est, de se placer dans le camp du bien après avoir subi enfin, tu vois, tout ça est très compliqué parce que, oui, il y a du victim blaming, mais en même temps, il y a une place sociale aujourd'hui pour, les victimes de violences sexuelles et cette place, eh bah, elle va te permettre, d'exister, éventuellement de te reconstruire, mais si c'est pour le faire, sur le dos, des personnes encore plus oppressées que toi, bah, c'est pas OK. Il y a une vision hégémonique des violences sexuelles qui les relie uniquement au sexisme, qui fait que, de loin, on a l'impression que je devrais être dans le même camp qu'Andrea Bescond, alors que vraiment pas. On n'a pas du tout les mêmes, prémices, de pensée politique. C'est pas du tout comment dire? Une ignorance de sa part hein, de faire appel à la police. En fait, ça fait partie de sa ligne politique d'être une ligne, bourgeoise, blanche, qui ne voit pas ses privilèges, qui pense que la police est là pour protéger. Enfin, c'est une telle, je trouve ça tellement violent, quoi. Je pense que c'est très important de créer une ligne politique enfantiste qui clairement trace de départager, j'avais dit tracer les lignes de controverse parce que la controverse, d'un point de vue intellectuel, c'est toujours très fécond et du coup, c'est important de dire, voilà, sur la question des violences sexuelles, il y a des visions, intellectuelles et des lignes politiques qui s'affrontent parce que, la manière dont on va les penser, ça va, avoir des conséquences sur la manière dont on va les traiter et donc ça va aussi agir même à d'autres endroits de domination pour le reste de la société, quoi. Il y a pas que les violences sexuelles. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, Si, si, c'est clair. Qu'est-ce qui te pose problème, toi, dans la loi intégrale, telle qu'elle est faite actuellement? bah, la proposition de l'intégrale, le premier problème, c'est vraiment cette réduction des violences sexuelles au sexisme. Et ça dit tout. Ça dit une histoire intellectuelle, ça dit une ignorance de la fonction des victimes blanches dans le dispositif racial d'instrumentalisation des violences sexuelles. Ça fait longtemps que c'est dénoncé. Enfin, je veux dire, Angela Davis, elle a écrit très tôt là-dessus. D'arriver en 2026 sans avoir conscience de tout ça, et je dis ça alors que moi, j'ai tardé à avoir conscience de ça parce que le racisme se perpétue et nous construit, quoi. Donc le premier problème de la loi intégrale, c'est de faire croire qu'on va résoudre réellement, avec ce mot intégral, la question des violences sexuelles en ne l'attrapant qu'à travers le prisme du sexisme, sans voir que, par exemple, les jeunes hommes racisés sont sujets aux violences sexuelles policières tous les jours et qu'il n'y a pas de place pour qu'ils soient considérés comme des victimes, il n'y a pas de place pour penser ce qui leur arrive, donc il n'y a pas de place pour voir à quel point la police est un outil
de domination à travers les violences sexuelles, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard non plus si les policiers violent les femmes dans les commissariats, reçoivent si mal les femmes et les enfants qui viennent se plaindre. C'est la fonction de la police. Enfin, je veux dire, les policiers sont choisis pour leur violence. Enfin, le concours de policiers choisit des hommes virils qui ont été éduqués à la dissociation, à la violence. Donc, ça me paraît vraiment délirant après d'aller demander des mesures pour former des policiers qui, à la base, ont été choisis en fonction de leur, conformation à une société violente et viriliste. Je trouve que même les mesures qui sont pas purement des mesures qui réclament plus de punitions et des peines plus lourdes, etc., mais toutes les mesures qui pensent qu'on a besoin de la police pour régler la question des violences sexuelles, ça me paraît dangereux parce que du coup, ça reconduit le dispositif qui va faire violence à certains corps plus qu'à d'autres. La loi intégrale a été clairement propulsée avec la question de Liana. Elles ont entendu le mot enfantisme et de domination adulte, alors elles le saupoudrent, mais sans comprendre ce que ça veut dire. Parce que comprendre ce que ça veut dire la domination adulte, c'est comprendre que du coup, la police, la justice sont dans l'os adultiste et pleines de domination adulte. Et donc, toutes les mesures qui réclament plus de peines de prison, par exemple, ou des peines plus lourdes, vont a priori s'adresser aux agresseurs les plus vulnérables parmi ceux qu'on chopera, c'est-à-dire les enfants, qui sont aujourd'hui 30 à 40% des affaires judiciarisées en matière de violences sexuelles sur mineurs sont le fait d'auteurs mineurs. Et donc, ça veut dire que on attrape plus facilement les enfants parce qu'ils savent moins se défendre, ils savent moins manipuler. Les adultes sont plus sévères avec eux et quand ils sont attrapés, ils subissent des peines plus lourdes. On prétend vouloir protéger les enfants sans voir que les premières victimes des mesures qu'on réclame seront les enfants aussi. Et ce serait quoi, toi, tes solutions alternatives? Qu'est-ce que tu imaginerais pour résoudre le problème, en fait? Déjà, je sais pas moi toute seule avec mes petits bras qui vais trouver une solution à tout, clairement pas. Je pense que c'est beaucoup d'intelligence collective qu'il faut et se mettre autour de la table. Moi, je plaide justement pour que toutes les orgas qui luttent contre les violences policières, les orgas antiracistes, etc., prennent la mesure de la question adultiste et de l'inceste dans leurs réflexions pour qu'on puisse se mettre autour de la table, tous et toutes ensemble. Et après, pareil pour les orgas LGBT, les orgas antivalidistes, etc. En fait, il faudrait que tu vois qu'il y ait une intersection à tous les niveaux. C'est pas simplement que les enfantistes doivent devenir plus antiracistes. C'est aussi que tous les militants et les collectifs qui luttent depuis des années sur la question des violences policières, etc., intègrent la question de l'inceste, de la domination adulte, etc. Donc ça, je pense que ce serait des formations mutuelles et des intérêts mutuels. Enfin voilà, mutualiser les concepts, les connaissances. Ça me semblerait très important. Par ailleurs, on m'a proposé de rejoindre une interorga de collectifs justement qui veulent réfléchir à une contre-proposition de loi intégrale pour essayer de réfléchir, mais collectivement, à qu'est-ce qu'on peut proposer. Et les prémices, déjà, c'est de sortir du tout pénal, quoi. C'est d'arrêter de croire qu'on va résoudre ces questions-là en s'adressant uniquement à la justice et à la police. C'est de comprendre qu'il y a un énorme besoin de soins. C'est de comprendre aussi, alors là, c'est moi qui parle en mon nom propre, l'interorga qu'on m'a proposé de rejoindre. J'ai pas encore assisté à une réunion, c'est tout récent. Mais pour moi, déjà, comprendre qu'on a affaire à un crime de masse. La loi intégrale fait encore croire que c'est des violences à la marge et que du coup, on aurait l'appareil d'État suffisant pour pouvoir prendre en charge ces violences-là. Mais ça n'a aucun sens. S'il fallait vraiment... Enfin, moi, si je devais porter plainte pour toutes les viols et les agressions sexuelles que j'ai subies dans ma vie, mais j'y passe ma vie, en fait. Je pense que genre au moins une trentaine à l'heure actuelle. Donc, c'est pas possible. C'est absolument ingérable. Pour moi, si on veut être cohérent et rigoureux intellectuellement et qu'on veut réfléchir à un horizon vivable, ben il faut prendre en compte le fait que c'est un crime de masse. Donc un crime de masse, ça peut pas se résoudre avec des mesures judiciaires qui ne traitent le crime que de manière individuelle. En même temps, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, il y a des trucs qui me saoulent et qui m'énervent tellement dans les trucs de justice restaurative et tout, et qui me font péter des câbles aussi. Mais je suis totalement d'accord pour dire que la police, la prison, le système judiciaire et tout, ça résout vraiment pas le problème, quoi. Et que ce serait impossible de le prendre entièrement en charge. Ouais, tout ce qui est justice restaurative, transformatrice, etc., je vais essayer d'y participer pour voir. Pour moi, le problème, déjà, c'est que il y a plusieurs modèles. Quand même, le modèle dominant qui a cours, on va dire en France, c'est un modèle qui est très imprégné de morale chrétienne, en fait. Donc avec l'idée du pardon. Mais en vrai, la justice restaurative ou transformatrice ou justice alternative non pénale, on va dire, c'est des choses qu'il y a dans énormément de cultures. On pourrait aller chercher justement d'autres modèles que le seul modèle chrétien basé sur le pardon pour essayer de construire des alternatives à une justice pénale basée sur la prison et la punition, tu vois. Comme je suis allée en Gambie l'an passé, travailler sur l'excision, etc., j'avais entendu parler de la commission vérité et réconciliation, etc. Pour affronter un crime de masse, je crois pas qu'on a trouvé mieux pour l'instant. Et le chantier est ouvert. J'ai pas du tout la solution. Je suis en train de lire plein de trucs dessus. Je suis en train d'essayer de me former. Je vais essayer d'y participer pour pouvoir avoir un avis aussi, expérientiel.
Je me dis juste que ce qu'on sait, c'est que le tout pénal, ça fonctionne pas. Après, si la seule alternative, c'est, une théorie du pardon chrétienne, ça va pas non plus, on est bien d'accord. C'est pas possible d'absoudre et c'est pas un horizon souhaitable non plus, de demander aux victimes, de s'asseoir, sur leur, douleur pour absoudre amnistie générale des agresseurs et tout repart comme en 40. Non, ça marche pas non plus. J'ai écouté, des conférences, des prises de parole de, Antoine Garapon, qui parle beaucoup de justice, restaurative, restauratrice, transformative, enfin voilà. Il y avait ce truc de restaurer un lien, de discuter et de redonner une humanité à l'agresseur et moi, ça me pose problème parce que quand il y a de l'inceste et quand quelqu'un t'a incesté, il y a jamais eu de lien, en fait et donc je trouve que c'est le monde des bisounours d'imaginer qu'en se confrontant à son agresseur, déjà, ça va pas être traumatisant, ça va pas, raviver la mémoire traumatique, ça va pas te remettre sous emprise et je me dis même l'emprise et la violence peuvent être indiscernables pour les gens qui sont autour pendant ce processus-là, tellement, l'enfant a été incesté depuis le départ qu'il a jamais pu quand tu jamais pu exister par toi-même, quand tu jamais pu penser, quand tu jamais été un individu à part entière et quand, tu été, intrusé à ce point-là, violé et cetera et qu'on te dit, ou que tu vas devant la personne pour restaurer un lien, mais il y a jamais eu de lien et la personne, si elle a jamais été capable de te voir comme un être humain et qu'elle t'a toujours considéré comme un objet, je sais pas si la justice restaurative va permettre à l'autre de te voir différemment et si ça va pas juste être une violence supplémentaire pour la victime et une forme d'injonction. Il faut que tu restaures le lien parce qu'il faut que tu rendes l'humanité. Enfin, moi j'ai entendu cette phrase, il faut que tu rendes l'humanité à l'agresseur. Enfin, je veux dire, et dans le livre de Sarah Boucaud, De l'autre côté d'inceste, il y a un truc qui m'a choquée, pour être sincère. Une des histoires où en gros il y a un grand frère qui a incesté sa petite sœur et ils ont fait l'expérience de justice restaurative et les parents témoignent en disant, «Maintenant tout est parfait, les 2 enfants vivent ensemble, ils dorment même dans le même lit et il y a plus de problème» et moi ça m'a choquée de me dire, en fait, la petite dort avec son frère dans le même lit comme si il ne s'était rien passé et comme si tout avait été effacé et que c'était et je me dis: «Mais en fait, elle dort avec quelqu'un qui l'a incestée». Voilà, moi je pense qu'il y a un peu d'idéalisation dans ce truc-là, mais j'ai pas de solution, meilleure que celle-là, mais je trouve que c'est pas une bonne solution non plus et que ça peut être aussi très violent pour les victimes, quoi. Ouais, je trouve que c'est très juste tout ce que tu dis. Mais du coup, il y avait un truc qui m'intéressait. Ça fait juste 2 jours que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a un peu explicité ça, mais c'est le truc, de faire partie de programmes où tu pas en face de ton agresseur à toi. Tu es avec des personnes qui ont commis de l'inceste. C'était une victime d'inceste qui me parlait qu'elle allait rejoindre un programme dans lequel elle allait se trouver en face de personnes qui ont incesté des membres de leur famille et elle y allait, mais donc c'était pas ses agresseurs. Je trouve que ce que tu viens de dire est hyper juste et que c'est pas incompatible avec le fait de critiquer le système pénal. Tu vois, moi, j'ai toujours pas porté plainte, j'hésite toujours à le faire. La plainte, elle est écrite et tout, elle est prête à être envoyée et ça fait des mois que j'hésite parce que je sais pas si j'ai envie de mettre le doigt dans l'engrenage qui violente à ce point, les victimes, quoi. Ouais, Et c'est très violent. et j'ai pas du tout confiance dans le système pénal actuel et là, c'est très, très personnel. Enfin, je veux dire, j'en fais pas, une pensée politique ni, c'est juste pour moi, quoi. Je sais que j'aspire pas du tout à ce que, dans ma famille, par exemple, on aille chercher mon père pour le mettre en prison. Ça réparerait pas la famille, ça réparerait pas, tu vois, ni la petite fille que j'ai été, ni quoi que ce soit. Puis pourquoi lui et pas mes autres agresseurs? Enfin, tu vois? Pour moi, ça a pas de sens non plus. Si je devais rêver d'un monde idéal, ce serait mon père qui se mettrait autour de la table avec toute ma famille et où chacun pourrait dire, les violences qu'il a subies, les violences qu'il a commises. Tu vois, il y aura un espace, je sais pas, tu vois, un truc vraiment très idéal. Mon truc bisounours à moi, ce serait ça. C'est que Mmh. chacun pourrait raconter son histoire, affronter la honte d'avoir, fait mal à des personnes qu'on aime parce que je pense quand même que le problème moi, je vais jusqu'à dire qu'on peut aimer des personnes qu'on violente sexuellement. Pareil, encore, c'est très personnel ça, mais je vois pas pourquoi je croirais pas mon père quand il dit qu'il m'aime, par exemple. Parce que je trouve que c'est tellement dur après de définir l'amour comme étant uniquement ce qui fait du bien à l'autre, et cetera. Ça veut dire que toi, si t'aimes quelqu'un, ça veut dire que tu sois en capacité de lui faire toujours du bien. J'y crois pas du tout. C'est un chantier, quoi. Vraiment, je trouve que tout ce que tu as dit avant, c'est hyper juste, hein. Le problème, c'est aussi que beaucoup des gens qui promeuvent la justice restaurative prennent pas en compte la question de l'inceste. Mmh. C'est très particulier. Enfin, l'inceste, déjà, je crois qu'il faut l'avoir vécu pour arriver à le penser correctement. Il y a des personnes, hein, qui reprennent et qui en parlent et c'est important. Je crois que si tu l'as pas vécu dans ta chair, c'est tellement complexe, c'est tellement, indescriptible, tu peux pas en parler bien, quoi. Pour l'instant, j'ai pas entendu personne parler, d'autre chose que de justice pénale et qui prennent en compte, la question de l'inceste. Donc, je pense que c'est un énorme chantier, en vrai. Ouais et comme tu dis, il faut qu'on soit collectivement, sur la question. Enfin, on peut pas c'est pas une personne qui va trouver la solution miracle,
Mais c'est vrai que tout ce qu'on nous propose pour l'instant, je trouve qu'il y a rien d'idéal du tout. Non, après, je pars toujours du principe, c'est n'oublions pas que la justice pénale actuelle est punitiviste, mais vraiment c'est de la merde. Enfin, je veux dire, ça répare pas, ça fait du mal, ça répare ni individuellement, enfin peut-être à la marge certaines victimes qui se sentiront entendues, je sais pas quoi, une Gisèle Pelicot, tous les 30 ans, mais c'est pas du tout un horizon souhaitable, donc faut absolument mettre nos cerveaux sur autre chose, quoi. Mais quelque chose qui permette à la fois d'aider les victimes à se réparer, à être entendues, à être reconnues, quelque chose qui permette aussi que les enfants, les personnes vulnérables ne soient pas mises en danger. Enfin, il faut vraiment quelque chose d'entier, quoi. Je te remercie pour, cette discussion qui est riche. C'est vrai que c'est pas des questions enfin, je trouve que c'est bien avec toi parce qu'on rentre direct dans le vif du sujet et on va direct là où c'est intéressant et là où il y a encore plein de choses à déplier, quoi. Moi, je trouve qu'on en est vraiment qu'au tout début. Je me dis, moi, dans 30 ans, mon livre, il sera caduc, tu vois? Parce qu'on aura compris encore plein d'autres choses et que, ouais, c'est Ouais, mais il aura permis d'aller plus loin. Tu sais, c'est comme la courte échelle, quoi. ouais, disons-nous ça, merci. Bah, merci beaucoup Louison et merci aussi pour le travail que tu fais. Non et franchement, j'étais très contente de pouvoir te citer à l'Assemblée nationale, tu vois? Parce que Ça m'a fait trop plaisir. mais en tout cas, je trouvais que cette série que tu avais faite, pour le coup, tu vois, j'ai dans mon livre, je trouve que j'ai pas autant montré que toi, tu as réussi à le faire finement, tout ce que ça impliquait, quoi. C'est pour ça que je dis: «Il faut qu'on travaille collectivement» et que ça peut pas être une seule personne, jamais, Dans les 3 thèses que j'ai failli faire, la dernière, pendant 3 ans, j'ai travaillé avec, 4 autres personnes pour faire une thèse collective et c'était incroyable. Enfin, j'ai compris à quel point, même les formes qu'on utilise pour penser à l'université sont pauvres parce que, tu vois, on sortait, chacun de séminaires où, tu as le grand ponte qui parle et puis tu as 30 étudiants autour du grand ponte, généralement c'est un homme, qui ont peur de lever la main parce que s'ils posent une question conne, tous les 29 autres vont les regarder de haut et ils vont dégringoler dans l'échelle de la hiérarchie des étudiants qui font la cour au grand ponte, quoi et ça empêche littéralement de penser, en fait. Complètement. Ah ouais, c'est un truc de fou. Pendant 3 ans, j'ai eu la chance de travailler, justement avec d'autres, chercheuses, on était 5 et on réfléchissait sur, la forme de la pensée et du coup, on a développé des protocoles pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à pas couper la parole et à pas piaffer l'impatience quand tu as une fulgurance et que tu voudrais absolument la dire, mais que l'autre est en train de dérouler sa pensée et trouver comment, rendre visible la pensée et ça a été, un des trucs les plus stimulants intellectuellement que j'ai vécu et ça m'a beaucoup marquée et de là, je pense qu'on ne peut penser que collectivement. On fait nos livres et tout et c'est important, enfin, chacun peut à un moment donné marquer quelque chose et créer son truc, mais en vrai, c'est pour ça que je passe ma vie à citer les autres parce qu'en fait, je trouve ça hyper important de donner aussi à ceux qui m'écoutent la possibilité d'aller piocher, d'aller voir si, ils ont une autre interprétation de ce que j'ai lu et toute l'intertextualité de tous les livres sur l'inceste, c'est tellement important, quoi. Ouais, et puis on a tous des angles morts, on a tous un point de vue singulier, même si on a vécu la même chose, et ça permet tellement d'enrichir et d'élargir la perspective et d'aller beaucoup plus loin. Donc vraiment, c'est essentiel, quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas, et merci pour cet échange. Et ben merci Louison. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.